Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues. L'heure est grave. Il n'aura échappé à personne que ce week-end se tenaient des élections majeures qui n'ont compté que 34% de participation. Cette abstention massive doit nous interroger collectivement, vous avez raison, Monsieur le Premier ministre, sur le lien aux citoyens et sur la démocratie, bien collectif précieux, il me semble. Le ministère de l'Intérieur, je me permets de le rappeler au vu de la situation, a la responsabilité d'organiser la démocratie et de permettre à chacun d'exprimer par son vote ses choix et ses opinions. Pour que cette expression soit éclairée, Monsieur le Premier ministre, le ministère de l'Intérieur doit s'assurer de la bonne distribution du matériel dit de propagande officielle. Interrogé sur ce sujet, particulièrement sur le choix de sous-traitance opéré sur cette mission de service public ô combien importante, le ministre de l'Intérieur nous avait assuré s'être donné les moyens de la qualité des prestations réalisées. Je ne sais pas bien quels critères de qualité vous aviez retenus, Monsieur le ministre, mais force est de constater que sur cette mission qui vous incombe et qui constitue l'un des poux battants de notre démocratie, le résultat est un échec cuisant. Vous l'avez éprouvé par vous-même sur les résultats qui ont été les vôtres. Se présenter à une élection revêt une importance majeure et ne peut être qu'une promenade de santé pour 5 ministres en fonction. Quand autant d'élus locaux, d'électeurs, de candidats partagent des photos, des témoignages d'absence totale de distribution du matériel électoral, je vous interroge, Monsieur le Premier ministre, qu'avez-vous fait de notre démocratie? Il n'est pas acceptable qu'un tel dysfonctionnement vienne entacher des élections et alourdir le fardeau déjà conséquent de l'abstention. Je vous le demande donc solennellement, Monsieur le Premier ministre, combien de citoyens sont concernés par cette absence totale d'informations officielles préalables? Merci, Madame la députée. La parole est à Madame Marlène Schiappa, ministre déléguée chargée de la citoyenneté. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée, vous le savez, depuis la loi sur la régulation postale de 2005, la diffusion de la propagande électorale, elle fait l'objet d'un appel d'offres. Et lors de ces élections départementales et régionales, 46 millions de nos concitoyens sont appelés à voter et cela représente la distribution de 92 millions de plis avec un double scrutin inédit qui constitue un défi logistique majeur et vous le savez. Une grande partie de cette distribution a été confiée au groupe La Poste et le reste au groupe Adrexo. Il apparaît, je vous rejoins, que des plis qui ont été confiés à cette entreprise n'ont pas été distribués correctement. Et je le dis très solennellement devant vous, comme l'a dit le ministre de l'Intérieur, ces dysfonctionnements sont graves et ils sont évidemment inacceptables. Nous avons pris immédiatement toutes les dispositions pour faire la lumière sur ces incidents. Le 17 juin, le secrétaire général du ministère a reçu les dirigeants d'Adrexo. Ils ont été mis en demeure par le ministère de l'Intérieur de corriger les problèmes identifiés. Hier, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a convoqué les dirigeants d'Adrexo et de La Poste. Il les a mis face à leurs responsabilités avec des obligations de résultat. Nous avons exigé d'eux que des mesures correctives soient prises immédiatement. L'entreprise mène une enquête interne. Nous avons mobilisé les préfets pour qu'ils assurent la supervision effective et systématique des documents pour l'entre-deux tours. Plus largement, tous les enseignements des erreurs qui ont été commises par cette société seront tirés, et ce dès le lendemain du second tour des élections. Et cela nous amènera, je vous le dis, à remettre en cause ce marché public. Soyez assurés, Madame la députée, Mesdames et Messieurs les députés, que le gouvernement sera intransigeant avec ce type de dysfonctionnement. La bonne information des électeurs et des électrices, nous y sommes ici toutes et tous particulièrement attachés. Je vous remercie. Merci, Madame la ministre. Madame la députée. Dans ce cas-là, Madame la ministre, ce n'est pas tant une question que j'aurais dû vous poser, mais plutôt un avis de recherche. Où est le matériel de propagande officielle et où est le président de la République qui nous avait parlé en février 2017, je le rappelle, d'hygiène démocratique, de transparence démocratique ou encore de probité en politique? Vous gagneriez à retrouver cet engagement. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, jeudi dernier était discutée dans notre hémicycle la proposition de loi du groupe communiste portant diverses mesures de justice sociale. Sa mesure phare était la déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé. Fait assez rare pour être souligné, tous les groupes parlementaires soutenaient cette mesure. Tous, non. Le groupe La République En Marche s'y opposait, suivant aveuglément le gouvernement sans se poser de questions. Alors comment pouvez-vous expliquer aux Français en situation de handicap que vous refusez cette mesure de justice sociale? Comment pouvez-vous dire aux couples qui doivent se cacher pour bénéficier de l'AAH que cette situation est normale? Pour arroser d'argent public les entreprises du 440 ou faire des cadeaux aux grandes fortunes, il y a du monde. Dès qu'il s'agit de donner un tout petit peu à ceux qui en ont réellement besoin, il n'y a plus personne. Et que dire de la méthode?
Je me suis demandé si nous étions en France ou en Russie sous Vladimir Poutine. Vous avez utilisé la technique du vote bloqué qui contraint les parlementaires à voter un texte qu'ils n'ont pas le droit d'amender. Mais supprimez donc l'Assemblée nationale si les parlementaires ont si peu d'importance à vos yeux. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais vous êtes d'une violence inouïe. Vous insultez 278 000 bénéficiaires de cette allocation et ça ne vous fait ni chaud ni froid. Vous pouvez priver tous ces couples de jouir d'une vie privée normale en leur refusant ce droit de vivre ensemble. Vous muselez le Parlement dès que vous savez que votre opinion est majoritaire dans le pays. Et les Français vous l'ont d'ailleurs rendu dimanche en vous imposant une déroute électorale. Et quoi que vous en disiez, ce n'est pas une question d'abstention, c'est le résultat de votre politique. Monsieur le Premier ministre, pourquoi avoir utilisé les moyens les moins démocratiques à votre disposition pour empêcher à tout prix que cette mesure soit adoptée? Et pourquoi ne pas avoir écouté les milliers de nos concitoyens et les associations qui demandaient unanimement cette déconjugalisation de la hache? La parole est à Madame Sophie Cluzel, ministre chargée des personnes handicapées. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, vous qualifiez aujourd'hui une disposition parfaitement prévue, rappelons-le, par la Constitution de déni de la démocratie. Ce que vous reprochez au gouvernement était pourtant d'usage sous la précédente majorité socialiste. Vous osez dire que le gouvernement ne ferait rien en matière de handicap en n'assumant pas la déconjugalisation, mais confrontez-vous à la réalité. Pourquoi vous-même n'avez-vous jamais porté cette mesure lorsque vous étiez au pouvoir? Pourquoi? Tout simplement parce qu'au fond, vous savez tous que la déconjugalisation de la hache viendrait fragiliser l'ensemble de notre système social, tout en bénéficiant massivement aux personnes dont les revenus sont plus élevés que les bénéficiaires actuels. Et oui, notre gouvernement a augmenté la hache de près de 12% depuis le début du quinquennat, alors que sous le président Hollande, augmenté de 6%. Nous sommes donc bien, quoi que vous en disiez, le gouvernement qui aura permis aux personnes en situation de handicap de disposer de davantage de pouvoir d'achat à la fin du mois. Je ne fais pas dans les droits incantatoires, mais dans les droits réels, effectifs au quotidien. Je m'y suis engagée, la mesure portée par la majorité et par le gouvernement, que le texte aboutisse ou non, sera bien inscrit dans le prochain PLF. Elle représentera un gain de 110 € en moyenne pour les couples qui sont le plus besoin. C'est une avancée majeure dont nous sommes fiers. C'est une avancée redistributive, plus équitable que la déconjugalisation. Je le rappelle, elle ne fera aucun perdant. Contrairement à votre projet de loi, ni les couples, ni les célibataires, ni les familles, ni les personnes qui travaillent ne perdront. Car c'est le cœur de notre action, celle du gouvernement, bien loin de la vision misérabiliste que vous portez souvent sur les personnes en situation de handicap. Nous sécurisons leur parcours, nous croyons en leurs compétences. C'est ce que nous menons avec le gouvernement et nous allons le réaffirmer le 5 juillet avec la tenue du comité interministériel du handicap sous l'égide du Premier ministre, car tout le gouvernement est mobilisé. Oui, merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. La tempête, ce week-end, restera un souvenir douloureux dans la mémoire de nombreux Français. Je veux d'ailleurs adresser mes pensées aux habitants et aux sinistrés durant ce week-end et aux blessés qui ont été touchés. Les territoires qui ont été touchés sont très nombreux. Ils ont parcouru la tempête, le sud-ouest, l'Île-de-France, Beauvais, Reims, Alfortville dans l'Île-de-France qui a été l'épicentre pour l'Île-de-France. Dans ces zones, les coulées de boue, les inondations, les habitations inaccessibles, les voiries dégradées, on ne compte plus les dégâts matériels ainsi que sur les équipements publics. Parmi les territoires, je l'ai dit, Alfortville, dans ma circonscription, la ville où j'ai grandi, est très sinistrée. Je veux insister sur cette question, à savoir que samedi soir, vers 19 h, le sud d'Alfortville est devenu l'épicentre de la tempête francilienne, provoquant de très fortes pluies avec des vents d'une rare intensité. Notre commune a connu de très importants dégâts matériels. On veut saluer bien évidemment la réactivité de la municipalité, de son maire, Luc Carbonaz, de saluer ici l'ensemble des services, y compris de l'État, la préfecture à nos côtés et le département engagé ainsi que la sécurité civile. Pour autant, Monsieur le Premier ministre, face aux dégâts, face à l'ensemble des problématiques qui sont posées, que ce soit le président du département, que ce soit le maire d'Alfortville, tous vous demandent, et de nombreuses communes en France, sur notre territoire,
vous demande de classer plusieurs communes en catastrophe naturelle au plus vite pour permettre de lancer les procédures pour avancer et reconstruire. Monsieur le Premier ministre, donc, dans les conséquences des phénomènes naturels qui sont immédiats, l'État a su être à nos côtés ce soir-là pour l'urgence. Maintenant, nous avons besoin d'accompagner les concitoyens qui sont pour beaucoup modestes et qui doivent bénéficier d'une prise en charge dans les meilleurs délais pour pouvoir entamer l'assurantiel. Merci. Et la parole est à Madame Marlène Schiappa, ministre déléguée chargée de la citoyenneté. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Madame la députée Isabelle Santiago, l'ensemble du territoire national est effectivement touché depuis quelques jours par de violents orages. Et c'est notamment le cas d'Alfortville et de plusieurs communes du Val-de-Marne qui ont subi le 19 juin ces violentes bourrasques et ces inondations provoquées par les intempéries que vous avez rappelées. Je voudrais vous confirmer qu'aujourd'hui, en début d'après-midi, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé que l'État sera particulièrement réactif avec une reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle dans les tout prochains jours. Vous le savez, ces dégâts sur les biens des particuliers, des entreprises, des collectivités causés par des vents violents et la grêle, ils sont couverts par le contrat d'assurance au titre de la garantie tempête, grêle, neige, dite TGN. Et cette garantie, qui est rendue obligatoire dans l'ensemble des contrats d'assurance par le législateur, permet aux sinistrés d'être indemnisés directement par leur assureur sans qu'une intervention préalable des pouvoirs publics ne soit nécessaire. En revanche, les dommages causés par les inondations, je pense au ruissellement, coulées de boue, débordements de cours d'eau, ils entrent dans le champ de l'application de la garantie catastrophe naturelle. Et ce dispositif couvre les phénomènes qualifiés de non assurables parce qu'ils se produisent dans certaines parties du territoire exposées au risque d'inondation et permet l'indemnisation des phénomènes dits rares et localisés. Il fait intervenir à la fois le secteur privé de l'assurance et l'État, et ce dernier garantit financièrement ce dispositif. Par ailleurs, je veux dire que l'État mobilise les autres dispositifs d'aide au profit de certaines catégories de sinistrés, par exemple les exploitants agricoles qui peuvent bénéficier du régime des calamités agricoles piloté par le ministère de l'Agriculture, et l'ensemble des services déconcentrés de l'État sont à pied d'œuvre pour ce problème. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Que reste-t-il de l'État quand il n'est plus capable d'assurer correctement le cœur même de ses missions, à savoir l'organisation des élections? Le ministère de l'Intérieur est-il bien tenu? Voilà les questions que beaucoup se posent depuis le scrutin de dimanche. Ma question s'adresse à M. Darmanin. Vous nous avez expliqué ce matin, Monsieur le ministre, qu'il était compliqué pour notre pays d'organiser 2 élections le même jour. Alors j'ai compris que vous faisiez référence à votre propre expérience, puisqu'en plus de vos fonctions de ministre, vous étiez candidat 2 fois aux élections de dimanche dernier. Pendant ce temps, des élus de tous bords et de tous les territoires ont constaté des plis non distribués, jetés dans les fossés, brûlés dans les bois. Le corps préfectoral lui-même nous a même parfois fait part de sa honte par rapport à l'image que l'État renvoie de lui-même. Vous répondiez dimanche avec les chiffres communiqués par Adrexo qui annonçaient 21 000 plis non distribués. Dans ma seule région de Bourgogne-Franche-Comté, j'aurais pu vous annoncer dès dimanche soir qu'on dépassait ce chiffre. Alors si l'on en croit le ministère de l'Intérieur, la responsabilité de ces dysfonctionnements, notamment celle d'Adrexo, reviennent petit a à Lionel Jospin, petit b à la Poste, petit c au Parlement qui a autorisé la tenue de ce scrutin par vote. Et comme dans tous les bons questionnaires, plusieurs réponses sont possibles. Puisque c'est la faute de tout le monde, sauf la vôtre, Monsieur le ministre, il reviendra à la commission d'enquête du Sénat de définir l'ampleur des dysfonctionnements observés dimanche. Je voulais vous poser une question très politique. À quel taux de non-distribution de la propagande électorale estimez-vous que votre propre responsabilité est engagée? Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'Intérieur, Monsieur Gérald Darmanin. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur, ce matin, vous avez participé à la commission des lois et je pense que vous avez effectivement bien suivi les échanges que nous avons eus. Il est un fait établi que la privatisation de la distribution du courrier et que dans la distribution de ce courrier, la propagande électorale a été négociée par le gouvernement que vous souteniez à l'époque, a été fait entre 1997 et 2002. Il est un fait établi que depuis 2005, nous avons un marché public qui s'impose au ministère de l'Intérieur pour la mise en place de la propagande électorale. Et il est un fait établi, Monsieur le sénateur, qu'il y a toujours eu des dysfonctionnements, pas à la hauteur de ceux que nous avons connus, c'est une évidence, puisque je prenais rien que l'exemple que des communes entières, je prends l'exemple de la ville d'Annecy lors des dernières élections, n'ont pas eu, par exemple, de distribution de propagande électorale. Il est par ailleurs un fait établi qu'il n'y a que 2 sociétés qui sont aujourd'hui validées par l'ARCEP, une autorité administrative indépendante, pour répondre
au marché que le ministère de l'Intérieur doit mettre en place en vertu de la loi et des directives européennes. Et par définition, les deux lots, qui pour plus de 200 millions d'euros, effectivement, doivent être donnés à deux sociétés différentes. Monsieur le sénateur, s'il y a deux sociétés seulement validées et qu'on doit mettre en concurrence parce qu'on ne peut plus le faire en régie, parce que c'est la loi de marché, il est donc évident que deux sociétés y répondent. Que nous puissions dire à des sociétés, comme la société La Poste, mais encore plus responsable, la société Adrexo, qui est responsable des plis non distribués que nous avons tous vus sur les images des réseaux sociaux et qui sont remontés, qu'elle est responsable, qu'une partie du marché ne doit pas être payée, voire qu'on révoque ce marché, c'est une évidence. Attendons l'élection de dimanche, parce que je ne suis pas de ceux qui, aujourd'hui, alors que les gens distribuent ces propagandes, souhaitent les démotiver particulièrement, alors qu'ils essaient de redresser la barre qui est effectivement bien mal en point. Mais je veux dire, monsieur le sénateur, que si vous regardez le taux de participation dans les bureaux de vote où La Poste a distribué et le taux de participation dans les bureaux de vote où c'est Adrexo, il y a 1 point de différence de participation. J'aurai tout le loisir de le démontrer devant la commission d'enquête. Monsieur Durin. Monsieur le ministre, votre responsabilité ne s'arrête pas à la question de la propagande officielle. Les sénateurs socialistes, vous avez alerté sur l'ampleur de l'abstention à venir. Nous avions proposé dans 5 textes et par 30 amendements des solutions alternatives. Étalement du vote sur plusieurs jours, vote par correspondance. L'approche de ces élections a été un fiasco. Nous avons une abstention record dans l'histoire de la République. Votre responsabilité est évidemment engagée sur tous ces points. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. L'an dernier, les sinistres occasionnés par les intempéries ont coûté 1,5 milliard d'euros, un montant supérieur à la moyenne de ces 40 dernières années. Or, la situation s'aggrave. Je n'en veux pour preuve que les récentes inondations causées par de violents orages dans plusieurs départements, engendrant de graves dégâts et de nombreuses victimes. Les maires des communes concernées demandent la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. Ces conséquences croissantes du changement climatique mettent sous tension le régime dit CatNat et démontrent la nécessité d'assurer sa pérennité. À notre demande, une mission d'information relative à la gestion des risques et à l'évolution de nos régimes d'indemnisation a été mise en place au Sénat en 2019. Rapporteur de cette mission, notre collègue Nicole Bonnefoy et le groupe socialiste ont déposé une proposition de loi adoptée à l'unanimité au Sénat. Pour mieux protéger et accompagner les victimes, pour déplafonner le fonds Barnier et renforcer le pouvoir des maires, toujours en première ligne dans ces circonstances. Malheureusement, ce texte n'a pas été soutenu par votre gouvernement qui n'a pas souhaité l'inscrire à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Mais le comble, c'est qu'un texte étrangement similaire a été déposé. Pire encore, le projet de loi climat est totalement silencieux sur ces questions, alors même qu'il existe un titre censé traiter de l'adaptation des territoires au changement climatique. Il y a urgence cependant. Alors, Monsieur le Premier ministre, quand allez-vous reconnaître l'état de catastrophe naturelle pour ces territoires ? Quand allez-vous prendre sérieusement ce sujet en considération et apporter des réponses législatives et financières nécessaires ? Pour vous répondre, la parole est à la ministre de la Transition écologique, Madame Barbara Pompili. Merci, Monsieur le Président, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs. Madame la sénatrice Filleul, vous avez raison. Ce genre d'événements climatiques extrêmes risque de se multiplie déjà, et nous devons en tirer des conséquences. D'abord, il faut en tirer des conséquences immédiates. Vous l'avez dit, nous avons eu des secours qui ont été engagés sur le terrain et que je tiens à saluer pour leur efficacité dans de nombreux départements, notamment du nord de la France. Ensuite, il faut que nous prenions des décisions sur comment être plus résilients à l'avenir face à cela. Il faut que nous mettions en place d'abord des indemnisations plus pérennes. Le fonds Barnier a été augmenté de 50% en 2021 pour atteindre 205 millions d'euros. C'est l'urgence, mais évidemment, nous n'allons pas tout régler comme cela. Le plus important, c'est maintenant de prévenir
en réduisant la vulnérabilité de nos territoires, en diminuant, et c'est une des mesures phares du projet de loi Climat Résilience, peut-être qu'on n'en parle pas suffisamment, mais en réduisant l'artificialisation des sols. Nous savons que l'artificialisation des sols est une des causes graves des inondations, puisqu'elle aggrave ces inondations à cause notamment du ruissellement et puis du fait que ça empêche l'eau, tout simplement, de rentrer sous terre. Un sol imperméabilisé, c'est une des premières causes des catastrophes que nous vivons aujourd'hui. Je regrette d'ailleurs que lors de l'examen en commission, la territorialisation de l'objectif de division par 2 d'ici 2030 du rythme d'artificialisation ait été remise en cause ici. Outre le projet de loi, je voudrais aussi mentionner les investissements de l'État et de Météo France à hauteur de 144 millions d'euros pour développer des capacités de prévision, ou encore le dispositif d'alerte Vigicru Flash qui est disponible depuis le mois de mai. Et j'incite tout le monde à prévenir les élus locaux qu'ils peuvent s'inscrire sur ces alertes Vigicru Flash qui permettent de faire gagner un temps précieux. Aujourd'hui, seuls 15% des maires se sont abonnés. Il y aura encore bien d'autres sujets. Nous pourrons en parler lors de l'examen du projet de loi Climat et Résilience. Monsieur le Premier ministre, Madame la Ministre, le 9 juin dernier, je vous interrogeais sur la réforme du chômage et ses effets dévastateurs pour les plus précaires. À cette occasion, le gouvernement affirmait qu'aucun demandeur d'emploi ne serait pénalisé par cette réforme et qu'elle se justifiait par une situation économique favorable et un marché du travail en très nette reprise. Hier, le Conseil d'État infirme ces propos. Saisie par les syndicats, la juge des référés suspend le mode de calcul proposé par votre gouvernement et qui devait rentrer en vigueur le 1er juillet prochain. La juge pointe les incertitudes économiques qui ne permettent pas la mise en place de ces nouvelles règles. Cette réforme rend moins favorable l'indemnisation du chômage des salariés, alternant contrats courts et inactivité. Ce nouveau contretemps pour votre réforme arrive après l'échec des négociations avec les partenaires sociaux en 2018. Malgré cela, vous prenez un décret en juillet 2019 qui redéfinit le régime d'assurance chômage. En novembre 2020, le Conseil d'État annule partiellement ce décret. Vous en prenez un nouveau le 30 mars 2021, amendant le mode de calcul. Nouvelle saisine par les syndicats et nouvelle suspension par le Conseil d'État. Quand pensez-vous abandonner ce bras de fer qui dure depuis 3 ans ? Je rappelle que d'après l'étude d'impact menée par l'Unédic, 1 150 000 personnes constateraient une baisse moyenne de 17% de leur allocation, dont 345 000 jeunes qui peinent à trouver un emploi stable. Cette réforme est injuste et accentue les inégalités. Elle propose des économies sur les chômeurs et en particulier sur les plus précaires. Une nouvelle fois, nous vous le demandons, Monsieur le Premier ministre, abrogez une bonne fois pour toutes cette réforme injuste. Pour vous répondre, la parole est à Madame la ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion, Madame Borne. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Annie Le Houerou. Je vous remercie de me donner une nouvelle fois l'occasion de le redire. Aucun demandeur d'emploi ne verra son allocation baisser dans le cadre de la réforme. Le montant global des allocations est maintenu et seuls les demandeurs d'emploi qui gagnent plus en étant au chômage qu'en travaillant pourront avoir demain une allocation plus basse qu'au demeurant, ils toucheront plus longtemps. Alors je vous invite à relire la décision du Conseil d'État. Le Conseil d'État ne remet absolument pas en cause la réforme de l'assurance chômage. Il ne retient aucun des arguments au fond soulevés par les organisations syndicales. Le Conseil d'État nous dit que ce n'est pas le bon moment pour modifier le mode de calcul de l'allocation chômage, car, selon son analyse, la conjoncture économique serait trop incertaine. Alors, pour ma part, je constate que l'économie repart, que les embauches sont très dynamiques. Et je pense, Madame la sénatrice, que vous entendez comme moi des entreprises qui font état de difficultés de recrutement. Donc c'est maintenant qu'il faut faire évoluer les comportements sur le marché du travail et qu'il faut lutter contre la précarité. Et je précise, parce que tout le monde ne semble pas l'avoir compris, que le bonus-malus entrera en vigueur dès le 1er juillet pour les entreprises. Nous regardons donc comment rassurer davantage, tant sur la situation économique que sur la dynamique de l'emploi.
Nous préciserons dans les prochains jours les modalités d'une mise en œuvre rapide de la réforme de l'assurance chômage. Dans l'immédiat, nous allons publier un décret pour prolonger les règles actuelles de calcul de l'allocation chômage pour que les demandeurs d'emploi continuent à être indemnisés après le 1er juillet. Mais l'ambition du Gouvernement reste inchangée, accompagner la reprise de notre économie en répondant aux besoins de recrutement des entreprises et lutter contre la précarité, notamment grâce à une mise en œuvre rapide de la réforme de l'assurance chômage. Je vous remercie. Nous n'entendons pas les mêmes échos. Vous refusez de reconnaître l'injustice de votre réforme, pointée par le Conseil d'État.